collègues, notre commission d'enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française, puisque nous traitons à la fois des médicaments matures et des médicaments innovants, poursuit aujourd'hui ses travaux par une audition conjointe des représentants de plusieurs organismes représentatifs de la profession de pharmacien, maillon incontournable et central de la chaîne d'approvisionnement du médicament et de dispensation. Les pharmaciens étant par définition en première ligne face au problème des pénuries de médicaments essentiels, nous savons que vous n'avez pas attendu l'intervention des pouvoirs publics pour vous organiser en ce domaine. Pour n'en donner qu'un seul exemple, je note que la plateforme DP Rupture, mise en place par votre profession, fête cette année son 10e anniversaire. Et ça fait à peu près une dizaine d'années que les pénuries vont crescendo, j'allais dire lentement mais sûrement, mais pas si lentement que ça. Nous avons recueilli jusqu'à présent les constats et les recommandations des acteurs publics de la régulation du médicament, l'HAS, la NSM, le CEPS, la DGS, la CNAM, ainsi que d'un certain nombre de prescripteurs et d'experts économistes, Cour des comptes, IGAS notamment. Il nous est particulièrement précieux aujourd'hui de bénéficier de votre recul et de l'expérience très concrète que vous tirez des situations que vous rencontrez au quotidien sur le terrain afin de vérifier la convergence ou la divergence de vos analyses et préconisations avec celles que nous avons entendues au fil de nos auditions précédentes. Sont présents aujourd'hui, donc autour de la table, M. Bruno Bonnemain, président de l'Académie nationale de pharmacie, Mme Karine Wolfthal, présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, accompagnée de M. Philippe Coatanea, vice-président, Monsieur Pierre-Olivier Variot, je vous cherche du regard en même temps comme ça, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, l'USPO, Monsieur Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, la FSPF, accompagné donc de Monsieur Denis Millet, secrétaire général, le docteur Philippe Meunier, président du syndicat national des pharmaciens, praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires, le NCPHPU. Et enfin, le docteur Élise Rémy, membre du conseil d'administration du syndicat national des pharmaciens des hôpitaux, alors le SINPREF, voilà, ou le SYNPREF. Oui, on dit le sein. Pour les médecins, c'est le sein également. Je vais vous céder à chacun tour à tour la parole pour un propos introductif assez court, assez bref de 5 minutes, temps de parole liminaire que vous veillerez à ne pas dépasser si c'était possible, compte tenu du nombre et du témoignage important de chacun, puisque vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation, ce dont nous nous félicitons. Puis Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera une première série de questions. Donc, je précise que nous vous adresserons à l'issue de l'audition un questionnaire complet auquel nous vous demanderons de répondre par écrit avant le 7 avril. Je précise également que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite chacun à votre tour à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Monsieur Bonnemain, donc je reprends l'ordre. Madame Wolfthal, Monsieur Variot, Monsieur Bessé, Monsieur Meunier et Madame Rémy. Je vous remercie et vais donc maintenant vous donner successivement la parole pour quelques minutes par organisme ou institution. Et vous voudrez bien, le cas échéant, indiquer quels sont vos éventuels liens d'intérêt, puisque nous sommes en commission d'enquête et bien évidemment, c'est important, compte tenu de la sensibilité du sujet. D'une manière générale, c'est important, mais là, le sujet est particulièrement sensible. Donc, je reprends l'ordre d'appel. Donc, Monsieur Bonnemain en premier. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous avais présenté quelques diapositives ici et que vous avez en papier, donc je vais du coup aller plus vite, ça ne sera pas plus mal. Simplement pour vous dire, si je peux avoir la diapositive suivante. Comment on peut faire avancer les diapositives, je ne sais pas. L'Académie de pharmacie, c'est une organisation qui est placée sous la
protection du président de la République, comme l'Académie de médecine d'ailleurs. Et nous sommes à peu près 500 membres actuellement au niveau de l'Académie de pharmacie. Sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le sujet de la pénurie de médicaments, c'est un sujet qu'on suit depuis des années, puisqu'on a commencé à travailler dessus en 2011. Et nous avons rédigé un rapport en 2018, juste avant celui du Sénat d'ailleurs, à la même époque. Et nous avons, la semaine dernière, publié un nouveau rapport, qui est un livre blanc sur ce sujet. Donc, ce rapport vous a été d'ailleurs communiqué très récemment. Sur la suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, les causes des pénuries sont aujourd'hui bien connues. Hein. C'est d'abord l'augmentation de la demande au niveau mondial. On estime aujourd'hui que c'est de l'ordre de 5 à 10%. Une baisse des prix sur certains produits de façon excessive. La délocalisation qui est la conséquence du point précédent en grande partie, mais aussi pour des problèmes d'environnement. Le problème des appels d'offres hospitaliers est également un souci majeur. Et puis, d'une façon générale, on pense qu'on manque d'une politique à long terme sur ce sujet des médicaments qui puisse être un guide réellement pour tous les acteurs concernés. Et puis, aujourd'hui, on a fait une gestion plutôt à court terme des pénuries, mais pas vraiment à long terme. Alors, notre première recommandation, qui est de loin une des plus importantes, c'est de faire la liste des médicaments indispensables. On l'a demandé depuis 2018, et je sais que le gouvernement actuellement travaille activement sur ce sujet, mais ça a mis quand même 5 ans à ce que ça se débloque. L'IGAS a proposé une méthode qui nous paraît une bonne méthode pour établir cette liste de 100 à 200 molécules qui serait importante à suivre de près. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une liste restreinte, on peut appliquer de façon beaucoup plus précise des mesures à la fois législatives, réglementaires et économiques sur ces produits. Sur la suivante, s'il vous plaît. Le deuxième point important, c'est de revoir les enjeux économiques sur un certain nombre des produits, et en particulier ces produits indispensables. La FDA, par exemple, a montré qu'en dessous d'un certain prix, on voit apparaître des ruptures. Et c'est donc important de prendre en compte ce critère et d'examiner vraiment de façon précise sur ces différents produits quels sont les problèmes économiques qui se posent. Et quand je dis problème économique, ce n'est pas uniquement le prix des médicaments, c'est aussi les investissements et c'est aussi les taxes, comme par exemple ce qu'a décidé le PLFSS sur la clause de sauvegarde qui pénalise et aussi les produits anciens. Diapositive suivante. Alors, le point pour nous important également, c'est de revoir la gouvernance, c'est-à-dire qu'il y ait une véritable coordination de toutes les parties concernées au niveau des ministères. Aujourd'hui, par exemple, la DGE s'occupe des matières premières et la DGS des produits finis. Ça nous paraît un découpage qui n'est pas adapté, puisqu'il faudrait avoir vraiment une coordination interministérielle au plus haut niveau de l'État, donc au niveau du Premier ministre. Et de la même façon, il faut qu'il y ait une coordination au niveau européen, parce que tous ces problèmes-là vont se traiter au niveau européen. L'Europe a beaucoup bougé sur ce sujet depuis 2 ans et va continuer à le faire, l'EMA en particulier, l'Agence du médicament européenne. Mais il faut qu'il y ait une coordination avec la France, et pour l'instant, ça nous paraît assez insuffisant. La diapositive suivante, voilà. Autre point important, les appels d'offres hospitaliers. Aujourd'hui, il y a un risque sur les méga appels d'offres qui fait qu'on n'a qu'un seul fournisseur qui est retenu, alors que, évidemment, c'est un risque majeur. Et beaucoup de pays ont déjà changer leurs habitudes, si je puis dire, en proposant plusieurs fournisseurs pour le même produit. Alors ça peut prendre des formes différentes, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Il faut également tenir compte des productions qui sont faites en France et en Europe, donc favoriser les circuits courts, et aujourd'hui, ça ne fait pas partie des critères d'appel d'offres. Tenir compte également des problèmes de péremption. La FDA, par exemple, a proposé de prolonger les péremptions d'un certain nombre de médicaments. Il y a une liste qui existe, hein. Et puis diminuer les livraisons en urgence qui désorganisent complètement l'industrie. Enfin, dernier point, la diapositive suivante, je voudrais insister sur le fait qu'en ce qui concerne les DROM, donc les DOM-TOM, c'est encore pire, puisque eux, si je peux avoir la diapositive d'après, eux ont en plus le problème des kilomètres, si je puis dire, locaux, et par rapport à la métropole. Et par exemple, je citais l'exemple de l'aggravation à Mayotte. Aujourd'hui,
ça devient vraiment critique puisqu'il leur faut pratiquement 120 à 180 jours pour avoir les produits. Donc c'est vraiment un problème. Et ce problème est lié au transport maritime, mais surtout au transport aérien, puisqu'il n'y a aucune priorité pour les médicaments en matière de fret. Donc ça, c'est un vrai sujet actuellement qui préoccupe beaucoup les collègues qui sont DOM-TOM. La diapositive suivante, juste, voilà. Et donc, il y a éventuellement des mesures complémentaires qu'on peut envisager, par exemple, l'allongement des péremptions des produits finis, éviter les notices papier qui ne servent à rien, puisque dans les hôpitaux, on les jette quand les médicaments arrivent. Donc, on pourrait utiliser le QR code. Éviter aussi les particularités locales. Actuellement, chaque pays a des conditionnements différents. On rajoute chacun des choses sur les conditionnements, ça ne facilite pas les flux entre pays. Et moi, je pense personnellement que pour les produits indispensables, il faudrait qu'on ait un conditionnement européen pour éviter ce problème-là. Et puis enfin, probablement élargir l'objectif de la sérialisation pour suivre les stocks au niveau européen. Voilà ce que je voulais vous dire en 2 mots. Merci beaucoup de cette présentation très éclairante et synthétique. Madame Wolfthal, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Écoutez, je souscris absolument à tous les propos que Monsieur Bonnemin vient de dire, ou à peu près. Pour ma part, donc, je représente l'Ordre des pharmaciens et donc l'ensemble des métiers de la pharmacie, à savoir les industriels, les grossistes-répartiteurs, les officinaux, les hospitaliers, bon, accessoirement la biologie médicale, mais ça nous intéresse moins ce matin. Et du coup, la contribution que je vous propose aujourd'hui est préparée par l'ensemble des métiers de la chaîne du médicament. D'ailleurs, mon vice-président qui est juste derrière moi est lui-même ancien président d'un grossiste répartiteur. Donc, si vous avez des questions sur la répartition, il pourra éventuellement directement y répondre si vous le souhaitez. Ce sujet des pénuries empoisonne les Français. Et les patients en tout premier lieu. Et je pense que c'est vraiment à eux qu'il faut penser en premier pour effectivement trouver des solutions, parce que c'est source d'angoisse, mais aussi de rupture de traitement pour eux et donc de perte de chance dans la gestion de leur maladie. Alors aujourd'hui, en fait, ce que nous faisons, tous pharmaciens confondus, mais surtout les pharmaciens dispensateurs, qu'ils soient à l'officine ou à l'hôpital, c'est de gérer les ruptures. On s'organise, on fait au mieux pour compenser, substituer, trouver des solutions pour les patients, mais on n'a pas réellement de plan pour empêcher à la source les ruptures. Je ne vais pas reprendre les propos de M. Bonnemin qui explique en effet toutes les causes de ces pénuries, mais il paraît essentiel de s'attacher aux causes. Et sans ça, de s'attacher en effet à une meilleure gestion de ces pénuries. La solution pour gérer les causes, elle ne viendra que d'une stratégie, si ce n'est européenne, mondiale. Il s'agit d'une économie effectivement largement mondialisée et de mettre des systèmes, j'allais dire franco-français, sans tenir compte de ce contexte international, ne servirait pas à grand-chose, si ce n'est mettre des contraintes supplémentaires sur la France qui n'existent pas ou qui n'existeraient pas dans d'autres pays. Donc il est vraiment nécessaire de prendre en compte ce contexte international pour agir à la source des pénuries et empêcher les pénuries. En revanche, ce que nous pouvons faire au niveau national, c'est effectivement améliorer la gestion des pénuries et faire en sorte que les patients en souffrent le moins. C'est ce que nous faisons tous collectivement, pharmaciens dispensateurs, depuis plusieurs années. Vous l'avez cité, Madame la Présidente, avec notamment le DP Rupture qui permet un meilleur échange au moins d'informations. Néanmoins, je pense qu'on peut aller en effet encore plus loin dans le partage d'informations et de gestion des pénuries. Et ça à tous les niveaux de la chaîne.
D'abord, la transmission de l'information, elle est essentielle entre l'industriel, le grossiste, l'officinal, pour connaître justement l'état de ces ruptures. On a parlé des médicaments, les MITM, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Cette liste existe, mais elle n'est pas connue des dispensateurs. Donc ça serait utile que les pharmaciens, dispensateurs connaissent les médicaments qui font partie de cette liste. Il faut que les dispensateurs connaissent mieux les contraintes qui pèsent sur les opérateurs, que ce soit les grossistes répartiteurs ou les industriels. Et puis, il y a des situations qu'on a vécues qui ont créé des ruptures sur des situations monopolistiques. Monsieur Bonnemain a évoqué effectivement ces sujets-là, mais c'est vrai qu'on a des ruptures parce qu'on n'a qu'une seule qu'une seule molécule sur un fabricant, sur toute la France. Et là, forcément, si ce médicament vient à être en rupture, ça crée du coup une vraie difficulté. Donc il faut absolument éviter les situations monopolistiques. Et puis il faut peut-être renforcer le caractère obligatoire du DP rupture, puisque c'est en effet un bel outil, mais aujourd'hui il n'y a rien qui oblige les industriels notamment à s'y abonner et à déclarer leur rupture auprès des dispensateurs. Voilà, donc ça c'est des suggestions pour l'ensemble de la chaîne. Ensuite, bien sûr, pour les distributeurs et les exploitants, il y a des choses à améliorer. Là, encore une fois, la remontée d'informations, la capacité de communication auprès de l'ensemble de la chaîne. En fait, ce que je vais vous proposer par écrit dans ma contribution, ça sera surtout des éléments très concrets, très pratico-pratiques de remontée d'informations. Il y a aussi des solutions qui ne sont pas suffisamment mises en œuvre au niveau des dispensateurs, comme la possibilité de faire des préparations spéciales. Que ce soit à l'hôpital, on est encore en attente de quelques textes, mais aussi à l'officine. On l'a vu là récemment avec l'amoxicilline et la possibilité donnée aux pharmaciens d'officine de préparer de l'amoxicilline. Il faut pouvoir aller plus vite, plus loin dans ce genre de dispositif, parce que les ruptures qui s'installent dans la durée, il faut trouver des solutions rapidement, j'allais dire dans les jours ou les semaines où apparaissent la rupture. Or, la réaction qui permet ces autorisations est trop longue. C'est des semaines, des mois avant de pouvoir soit autoriser des préparations, soit même autoriser la substitution par les pharmaciens. Aujourd'hui, je peux vous citer quelques exemples de comptoirs, mais substituer un médicament par un autre, une molécule par un autre, c'est très compliqué, alors que pour nous, pharmaciens, c'est très simple. Mais sur le plan réglementaire et d'entente avec les prescripteurs, c'est quasi impossible. Et pour des choses que les pharmaciens savent faire et peuvent faire. Donc il y a des outils qui existent sur le plan réglementaire, mais qui ne sont pas suffisamment utilisés et pas suffisamment rapides. Je souscris complètement aux propos de M. Bonnemain sur l'outre-mer. C'est une vraie difficulté. Il faut absolument que le fret de médicaments devienne une priorité. Et ça, c'est vraiment sur tous les pays d'outre-mer. Sur le plan de l'Europe, il y a en effet des choses qui vont dans le bon sens, avec l'EMA et ce qui est prévu dans le plan de prévention des pénuries. D'ailleurs, la feuille de route proposée par la DGS s'inscrit aussi complètement dans ces travaux. Donc voilà, je pense que, en résumé, pour lutter contre la cause des pénuries, c'est vraiment une stratégie internationale qui nous le mettra, qui nous aidera. Et puis sur le plan de la gestion des pénuries, il y a l'amélioration encore, soit en termes de communication entre tous les maillons de la chaîne, soit en termes d'accélération des mesures qui existent déjà, réglementaires, pour justement aider les pharmaciens dispensateurs à gérer les ruptures. Voilà, Madame la Présidente. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Variot. Oui, merci Madame la Présidente.
Déjà, ce que je voudrais dire en préambule, c'est que les ruptures, elles ne se font pas que sur certaines molécules qui ont été mises en lumière ces derniers temps, hein, l'amoxicilline, le paracétamol et les corticoïdes, elles se font sur énormément de molécules. On en a près de 4000 qui sont en rupture, et ça va sur toutes sortes de médicaments, des anticancéreux, des antalgiques, des antihypertenseurs. Tous les médicaments sont à un moment ou à un autre touchés. Ce que je voudrais aussi redire, c'est l'importance et les conséquences qu'ont ces pénuries de médicaments. Au niveau pharmacie, on passe entre 6 à 12 heures par semaine à rechercher des molécules. 6 à 12 heures par semaine. C'est du temps qu'on n'a pas pour nos patients pendant ce temps-là. Au niveau européen, le GPUE, donc le groupement des pharmaciens de l'Union européenne, a estimé qu'on était à peu près à 7 heures par semaine. Donc vous voyez, les ruptures en France sont un peu plus importantes que dans d'autres pays, ce qui explique cette recherche. Les conséquences pour les patients sont bien sûr ce qu'on a dit, ce qui sont très importantes. C'est une inquiétude, le stress, parfois de la colère, des pertes de chance et des incompréhensions qui font que parfois même les patients vont échapper à leur traitement en disant puisqu'il y a des ruptures, si j'en prends un jour sur deux, ça va peut-être durer un peu plus longtemps. Et ils arrivent à une non-observance du traitement. C'est aussi renoté dans beaucoup d'études qui ont été faites au niveau européen. Les causes des pénuries sont multifactorielles. M. Bonnemann les a parfaitement décrites, je ne vais pas revenir dessus. Juste peut-être une chose qui a été pas définie, c'est ce qu'on appelle l'exportation parallèle. C'est-à-dire les capacités qu'ont certains industriels ou certaines plateformes d'exporter sur l'Europe des médicaments qui sont destinés au marché français. Et ça appauvrit terriblement notre capacité à avoir des médicaments. Je pense aussi qu'il y a une autre chose qui est importante, c'est que les industriels ont parfois tendance à vendre leurs médicaments en direct aux pharmaciens, sans passer par les grossistes, donc en privilégiant un circuit qui est plus long et un circuit qui est plus pénible à mettre en place, puisqu'il faut prendre le temps d'appeler l'industriel pour se faire livrer, alors que le grossiste est à proximité de chez nous, pour des politiques commerciales qui sont parfois un peu douteuses. Donc il faudrait que le grossiste soit mis dans la boucle plus vite, de façon à pouvoir nous approvisionner plus rapidement. Et puis, la chose aussi qui a été dite par M. Bonnemann, c'est le risque des appels d'offres. Vous l'avez vu dans le dernier PLFSS, vous l'avez écarté, et c'était très bien. Et il faut surtout faire attention à ce que ça ne revienne pas. Tous les pays qui ont utilisé ce système d'approvisionnement ont tous inévitablement arrivé à la conclusion que ça crée des ruptures. Dans certains pays, on a des appels d'offres qui se font tous les 15 jours pour éviter les ruptures, ce qui est ingérable. Et pour les patients, c'est incompréhensible. Alors, quelles solutions on peut envisager pour mettre fin à ces ruptures ? Comme l'a dit Karine, il faut impérativement qu'on ait de la transparence dans toute la chaîne du médicament. On a des pharmaciens qui sont présents dans l'industrie, chez les grossistes, bien sûr dans les officines, et il faut qu'à tout moment, quand il y a une rupture, qu'on puisse justifier et expliquer cette rupture. Aujourd'hui, on l'a vécu sur différentes molécules cet hiver, quand il y avait des ruptures, il y avait un discours qui était très sombre, on ne comprenait pas ce qui se passait. Si on met de la transparence, de la lumière sur pourquoi il y a une rupture, où sont les médicaments, eh bien si on met de la transparence, on comprend, et si on comprend, on peut éviter que ça ne revienne. Pendant tout cet hiver, on nous disait, les molécules sont produites, elles sont parties, mais on ne savait pas où elles étaient livrées. Et en tout cas, elles n'étaient pas dans nos officines et pas à disposition de nos patients. Et ça, c'était vraiment une grande souffrance, parce que quand on voyait des mamans arriver avec un traitement antibiotique, du Doliprane, un antitussif et de la cortisone, c'était le combo, elles n'avaient rien. Donc il fallait rechercher pour pouvoir leur donner quand même un traitement. Cette opacité fait qu'il y a une perte de confiance dans toute la chaîne du médicament. Il faut réinstaurer cette confiance. La transparence, c'est pour moi la meilleure chose qu'on peut faire, et c'est ce qu'on a commencé de faire avec la NSM et qui a été vraiment porteur, puisqu'on a réussi petit à petit à débloquer les situations. Bien sûr, le renforcement du DP Rupture, qui est un formidable outil que l'Ordre a mis à notre disposition. Il faut que ce DP Rupture puisse au-delà d'être utilisé par les pharmaciens d'officine de façon automatique, soit extrapolé aux industriels et aux grossistes. Il faut qu'on puisse voir où est la rupture, et quand on l'aura vue, pouvoir voir et pouvoir l'expliquer. Aujourd'hui, on ne sait pas. Nous, on sait qu'on est en rupture, mais on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas où dans la chaîne il y a cette rupture. Bien sûr, les industriels doivent aussi essayer d'avoir une anticipation des besoins. Aujourd'hui, ils nous disent, on a eu une épidémie qui a été très forte cet hiver. Oui, c'est vrai, mais par rapport à l'an dernier et l'année d'avant, on était tous confinés. Donc forcément, elle ne pouvait être que plus importante. Et quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'on est peu ou prou aux chiffres d'il y a 3 ans.
Donc il y a eu ce manque d'anticipation qui fait que, oui, il y a eu effectivement une grosse épidémie, mais le fait qu'il n'y ait pas eu l'anticipation a créé d'autant plus vite la rupture. Nous demandons aussi à avoir un rôle plus important au niveau du renforcement du bon usage du médicament. On a la possibilité aujourd'hui de faire des TROD, des tests rapides, merci Karine, d'orientation diagnostique, qui nous permettent de ne pas avoir un mésusage du médicament. Prenez par exemple l'antibiotique, on a un TROD angine qu'on peut faire, bon, il n'est pas assez déployé, on a d'autres TROD qui pourraient être utilisés, et quand aux Pays-Bas ils utilisent ces TROD, ils diminuent de 40% la consommation d'antibiotiques. Quand on est en pénurie, ce serait peut-être bien d'avoir ça pour éviter cette mauvais usage et cette mauvaise consommation. Bien sûr, à plus long terme, faire ce qu'il avait été proposé, c'est-à-dire réindustrialiser la France, y compris dans les industries de médicaments, parce que plus le circuit est court, plus c'est facile pour nous d'être approvisionnés. En cas de pénurie, il faut faire ce que l'on a fait cet hiver, c'est-à-dire fermer certains canaux d'approvisionnement, en particulier la dispensation sur Internet, qui fait qu'on ne gère pas les volumes, donc ça peut partir très très vite. Et puis aussi laisser le circuit aux grossistes, c'est-à-dire qu'on avait coupé les approvisionnements en direct et on ne faisait un approvisionnement que via les grossistes répartiteurs qui, eux, géraient les flux. C'est simple, quand on nous disait il y a tant de millions de boîtes qui sont parties et qu'on interroge les grossistes, en un SMS, je savais combien ils en avaient reçu. Quand il faut interroger 21 000 pharmaciens, je ne sais pas faire. Donc il fallait qu'on ait ce circuit qui nous permette de savoir où étaient les molécules et où étaient les boîtes de médicaments. Les préparations magistrales, Karine en a parlé, alors elles portent... Ce n'est pas vraiment le nom de préparation magistrale, parce que la préparation magistrale, c'est une ordonnance qui est faite pour une préparation, pour un patient donné, qui est fabriqué pour lui. Là, on est dans une préparation qui est un peu plus large et qui nous permettait de dispenser plus vite. On ne va pas faire, pour un antibiotique, faire revenir le patient 3-4 jours après, quand on aura sa préparation. Il fallait qu'on l'ait déjà en stock. Donc il faudrait qu'on ait une base réglementaire qui nous permette d'avoir ces préparations, non pas de façon extemporanée, mais immédiatement à l'officine. Ce qui a été dit aussi, c'est d'avoir un tableau d'équivalence, comme on l'a sur certaines molécules, en nous disant, si telle molécule est en rupture, on peut remplacer, parce que la NSM a dit qu'il y avait une équivalence, par telle autre, en prévenant le médecin, parce qu'il n'est pas question de le faire dans son dos, mais par contre, sans forcément avoir son accord, puisque le tableau d'équivalence existe, il est parfaitement simple à utiliser, et on gagnera beaucoup de temps, et on évitera aussi de consommer du temps médical, parce que quand on l'appelle le médecin pour savoir par quoi on peut changer, et puis qu'on rentre dans une discussion, là aussi, on perd tous un peu de temps. Et puis, quand on doit faire reconstituer les stocks, il faut bien que tout le monde ait conscience que les stocks doivent se reconstituer au niveau des officines en priorité, en premier, après chez les grossistes et en dernier lieu chez les industriels. Et pas, comme on l'a vu cet hiver, à l'inverse, où on a commencé par refaire les stocks industriels avant de les libérer chez nous. Et en fait, c'est nous qui sommes en bout de chaîne et on doit déjà avoir les stocks. Voilà. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette crise, c'est qu'on ne doit pas nous habituer à vivre avec les ruptures. Il faut qu'on en sorte. Merci beaucoup de cette contribution. Monsieur Bessé. Oui, merci beaucoup. Beaucoup de choses ont été dites déjà. Peut-être commencer par vous dire que le principal, qui a été dit par mon voisin, c'est la transparence de l'information et l'obtention de l'information. Il faut absolument que nous ayons une vision claire et prospective, avec des datas, du besoin en médicaments, notamment sur ces 200 molécules essentielles qui vont être listées par le ministère de la Santé. C'est important parce que sans connaître le besoin, sans savoir de quoi on a besoin, on a du mal à agir et à trouver des bonnes politiques pour prévenir en réalité les ruptures. J'ai l'impression, c'est la deuxième commission d'enquête que je fais, la dernière, vous vous souvenez, c'était pour l'affaire des masques, qui était également une histoire de pénurie et de problématique de stock de départ et de fabrication. Je voulais vous donner 2-3 données de rappel. Cette année, la problématique des ruptures a concerné les enfants. Et c'est ça qui a mis en émoi la population et qui a mis à juste titre
puisque ce sont les formes pédiatriques qui sont venues à manquer. Pour autant, on en a consommé beaucoup. On en a consommé sur l'amoxicilline pédiatrique plus de 11 millions de boîtes, contre 9 millions dans une année normale, 2019 par exemple. Et pour le Doliprane pédiatrique, on en a consommé 33 millions de boîtes, versus 26 millions l'année dernière. Donc on a délivré beaucoup de conditionnement de ces produits, énormément, beaucoup plus qu'une année normale, et probablement on en aurait délivré plus si on en avait eu suffisamment à délivrer, et donc il y a eu donc ces fameuses ruptures. Pour que vous compreniez bien le problème, on pourrait prendre l'exemple de la vaccination antigrippale. La vaccination antigrippale, nous avons chaque année 30 millions de personnes potentiellement à vacciner contre la grippe. Et chaque année, nous devons nous demander au mois de mars-avril combien de vaccins nous commandons en France. Et chaque année, on en commande à peu près 17 millions. Parce que, en réalité, on vaccine un peu plus de la moitié de la population cible, 15 millions. Il y a une année, il y a 3 ans, nous avons vacciné près de 18 millions de personnes. Et nous étions en rupture. Nous étions en rupture parce que nous avions commandé comme chaque année 17 millions, et donc forcément le dernier million, on ne l'avait pas. Et donc il a fallu qu'on le cherche en Allemagne, il a fallu qu'on le cherche un petit peu dans tous les autres pays pour arriver à terminer le stock. Donc tout se base sur les prévisions, et c'est pareil pour tous les médicaments. On doit savoir de combien de médicaments par classe on a besoin, et ensuite avoir comme solution, en fait il y en a au niveau industriel 2, un stock de sécurité, qu'il faut forcément gérer un bon père de famille, sinon doit être détruit. Depuis 2 ans, on détruit des vaccins anti-grippe parce qu'on en a commandé plus parce qu'on avait eu cette année de pénurie, et donc ça fait 2 ans qu'on les détruit, donc c'est un gaspillage. Donc la problématique du stockage, et la problématique qui a été décrite de l'agilité dans la production. L'agilité dans la production, c'est évidemment quand on constate une rupture, pouvoir agir de façon très rapide pour pouvoir remettre à disposition les médicaments. Et cette agilité, évidemment, elle est meilleure si la fabrication se fait sur le sol national ou européen. À partir du moment où ce sont des problématiques globales et mondiales de production, on comprend qu'il est impossible d'aller du jour au lendemain demander à nos amis chinois ou indiens de s'occuper prioritairement de notre marché à nous. Stockage et agilité. Et ensuite, je vais revenir sur ce qui a été dit sur la gestion, puisque je suis tout à fait d'accord avec la présidente de l'Ordre. Ce que nous faisons, nous, pharmaciens, c'est de la gestion de crise, de pénurie. Nous avons besoin donc, pour gérer au mieux, de l'information, et ça, les pouvoirs publics, on y travaille actuellement, nous doivent une information meilleure que ce que nous avons aujourd'hui. Nous devons savoir si le produit va revenir dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois ou dans 1 an. On n'agit pas de la même façon avec les patients qui sont en face de nous, en fonction de l'information qu'on a. Si on peut savoir que le produit va être là dans 3 jours, on va dire à la personne d'attendre. Si en face de nous, on sait que le produit ne sera pas là avant 1 mois, eh bien on va faire autrement. On va travailler autrement. Donc l'information. La deuxième chose qui a été dite également, c'est le bon usage. Il faut renforcer la pertinence de la prescription et parfois la potentielle vérification de l'adéquation de la prescription par le pharmacien. Il a été question des TROD, il a été question de dispositifs de cette nature, de telle manière à ce qu'on soit sûr que le médicament est pris à bon escient, et donc d'en limiter par le bon usage la consommation. Et enfin, dans le cadre du plan blanc qui est actuellement à l'étude par le ministère de la Santé pour lutter contre les ruptures, un plan blanc en rupture, effectivement, il faut accorder aux pharmaciens le droit de substituabilité, le droit de substitution sur une liste préétablie par la NSM. Donc ça se déclencherait par plan blanc.
Par exemple, actuellement, nous avons des difficultés, ça a été exprimé sur les corticoïdes. Nous savons qu'il est tout à fait possible de substituer la prednisone par la prednisolone et inversement. Et nous avons alternativement l'une et l'autre dans nos stocks en fonction des approvisionnements. Bien, il aurait été assez simple de dire ces produits sont substituables en cas de plan blanc, pas tout le temps, mais en cas de plan blanc pénurie. Et dans ces cas-là, eh bien, faites-le et n'attendez pas une semaine avant de savoir si vous allez ou pas avoir le médicament. Je reprends en 5 points clés. L'information, avec la transparence de l'information du régulateur et l'information au plus près du terrain du pharmacien. Ça, c'est la base. Le stock de départ pour pouvoir faire face dans les premiers jours. L'agilité de la production. Le bon usage. Et enfin, la gestion de crise avec la substituabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Meunier. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de ne pas faire trop de redites. Voilà. Je souscris, bien sûr, nous souscrivons à de nombreux items qui ont été évoqués. Juste rappeler, indépendamment des conséquences, bien sûr, pour les patients, mais sur le détournement des moyens, finalement, pharmaceutiques, dans une équipe, par exemple hospitalière, pour en essayer de trouver des solutions dans la gestion de cette pénurie, de cette crise, qui n'est pas une crise, puisque c'est devenu, finalement, il faut apprendre à vivre avec, même si on a bien compris que ça serait bien de ne pas vivre avec. À titre d'exemple, moi je travaille au centre hospitalier régional universitaire de Tours, et on a tous les jours un équivalent temps plein, un pharmacien, qui s'occupe de trouver des solutions, de négocier, de trouver des solutions de gestion, on va dire, pour tout ce qui concerne les tensions d'approvisionnement et rupture de stock de médicaments et dispositifs médicaux. Peut-être que j'ajouterai que, alors ce n'est pas l'objet de la commission aujourd'hui, de la réunion, mais les dispositifs médicaux également, en particulier pour les établissements de santé, c'est aussi une problématique qui est particulièrement importante. Dans les deux cas, on va dire médicaments, etc., et EDM, ça concerne un certain nombre de produits dits matures, hein, voilà, et de produits qui concernent notamment la réanimation, l'anesthésie, voilà, les urgences. Bon, c'est juste une petite remarque, mais il ne faut vraiment pas oublier, et peut-être qu'en termes de stratégie ou de politique, je ne sais pas, il faudrait arriver à essayer de trouver une espèce de cohérence entre la gestion des deux types de produits de santé. Voilà, bon, ça c'était un petit propos introductif. L'obligation de 2 mois de stock pour les fournisseurs, pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, est-ce qu'elle existe réellement? Comment on a contrôlé ça? Est-ce que ça se contrôle? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il y a un bilan des sanctions, puisqu'il y a des sanctions qui ont été annoncées contre nos collègues industriels, finalement? Est-ce que ces sanctions, ça existe, ou c'est encore des textes qui ne sont pas vraiment appliqués? Sont-elles effectives? Sur cette fameuse liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, en effet, on peut se poser la question de son opérationnalité. Est-elle réellement connue, opérationnelle? Au-delà peut-être de la NSM, je pense qu'elle doit être élaborée en collaboration ou avec les sociétés savantes, en fonction des indications, mais on en revient un peu sur la recherche d'alternatives, et non pas forcément en fonction, alors c'est très pharmaceutique, je sais, mais en fonction d'une classification chimique, voilà, ou de leur dénomination commune internationale. Voilà. La liste devrait en effet s'orienter ou permettre de s'orienter vers des alternatives, validées encore une fois, je pense, par les sociétés savantes. Ce qu'elles ont fait en partie d'ailleurs, avec l'ASFAR notamment, au moment du Covid. Alors petit point de détail, mais qui n'en est pas forcément un, mais qui peut poser des soucis, c'est dans cette liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, sans doute intégrer les antidotes.
Voilà. Les antidotes, oui, pardon, excusez-moi. Non, mais il faut, à mon avis, prévenir. Il doit bien en exister, oui. Oui, d'ailleurs, il en existe. Travaillant dans un hôpital pédiatrique, en effet, pour certaines maladies métaboliques, en effet, on a des soucis. Alors, bon, je ne reviens pas sur le principe, sur les propositions complémentaires. Sur les propositions, oui, il y avait également... il va falloir clarifier qui fait quoi, puisqu'il y a un comité de pilotage ministère, des groupes de travail des GOS, ANSM, etc. Il va falloir un jour, à notre avis, simplifier un peu leur opérationnel et rendre lisibles un peu les différents organes de proposition, de décision et de leur suivi. Je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit, sur quand même avoir quelque chose de transversal qui soit fonctionnel et moins, pardon du mot, technocratique, on va dire. Alors, d'autres propositions, je ne reviens pas sur relocaliser le plus possible la production de matières premières, la production, etc., de médicaments, mais bon, je dirais que c'est sans doute quelque chose qui ne se gère pas uniquement, loin de là, au niveau national, mais ça a déjà été dit, donc je ne reviens pas. Je pense qu'il y a sans doute des solutions et des choses à accélérer au niveau de l'Europe, ce qui a commencé, je crois, à être fait. Il faut donner les moyens à Santé publique France de vraiment aider, quitte à peut-être créer un établissement pharmaceutique national pour la recherche des ressources et de solutions de fabrication et de production in situ, on va dire Europe en particulier. Et on en revient un peu à cette notion qui a été abordée, je crois, sur la cartographie un peu de où sont les médicaments et qui peut produire et qui peut faire. Bon, je ne reviens pas sur l'interdisciplinarité et l'interministérialité, le mot n'existe pas sans doute. Voilà. Sur la déclaration des tensions d'approvisionnement, il faudrait qu'on ait... alors, est-ce que c'est des péremptures qui doit être plus, on va dire, généralisée, mais avoir vraiment une plateforme unique de déclaration avec une standardisation des messages. Et en effet, ce qui a déjà été dit, c'est avoir une information la plus en amont possible sur les tensions d'approvisionnement et de leur qualité. En effet, on n'en traite pas une rupture ou une tension de quelques jours de la même façon qu'une tension à venir plus longue. On peut se poser, là aussi c'est une proposition que nous avions faite, de se poser la question de peut-être que la sérialisation pourrait nous aider à cette transmission d'informations et transmission également de savoir où est-ce qu'il y a des stocks, etc. Avec peut-être une forme de régionalisation finalement de cette cartographie. Bon, alors je ne reviens pas sur tout ça, ça nécessite des moyens informatiques et vous savez que notamment dans nos hôpitaux, nos logiciels, etc., et personne ne se cause beaucoup. Et bon, donc voilà, et je suis un peu, voilà, c'était un peu une revendication, pardon, d'avoir une casquette un peu syndicale, que le Ségur numérique n'ait pas abordé ce type de problématique. Je ne reviens pas sur la transparence, en effet. Concernant on va dire, la partie plus sonnante et trébuchante, en effet, il faut sans doute qu'il y ait une certaine transparence des prix, des coûts, notamment de la part de l'industrie. Voilà. Mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas que l'innovation pharmaceutique, enfin l'innovation thérapeutique, pardon, soit le seul financement finalement de l'industrie. Ce qui veut dire que derrière, il y a un certain nombre, sans doute, peut-être, je crois que c'est l'Académie qui en a parlé, il va falloir revoir un certain nombre de déterminations de prix. Bon, je ne reviens pas sur d'arrêter les injonctions contradictoires, on en revient toujours à nos problèmes de non-transversalité. Mais c'est vrai que, d'une part, toutes les années, sur les lois de financement de sécurité sociale, il est demandé finalement de faire des économies sur les produits de santé, mais à côté de ça, on voit bien que c'est un chat qui se mord la queue et qui est en contradiction avec la réponse aux besoins croissants et aux besoins de la population en termes de santé publique. Il faut sans doute arrêter
des baisses de prix par classe thérapeutique. Est-ce qu'il faut sortir les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur de la clause de sauvegarde, c'est-à-dire qui consiste dans le versement d'une contribution à l'assurance maladie par les laboratoires lorsque leur chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France croît trop rapidement? Voilà, on peut se poser en effet cette question-là. Je ne reviens pas sur les achats. En effet, la massification à outrance des achats n'aide pas également, sans doute, à trouver des solutions. Voilà, on atteint, à mon avis, les limites, et peut-être que ces limites allaient encore pire, d'ailleurs, pour les dispositifs médicaux. Pardon de revenir là-dessus. Voilà. Et tout ça pour dire, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question, je parle pour les établissements de santé, plutôt d'une régionalisation des achats. Je ne reviens pas sur la multi-affectation des achats, enfin l'attribution de l'eau, d'attribution d'achat à plusieurs industries. Mais peut-être qu'on peut se poser la question, notamment ce qui permettrait aussi d'avoir peut-être une cohérence sur un territoire, à une régionalisation de ces achats. C'est une question que l'on se pose. Voilà. Et si j'étais un peu iconoclaste, pardon, de finir sur cette note un peu iconoclaste, c'est pourquoi ne pas fixer un prix national des médicaments, on va dire classiques, pour les établissements de santé notamment. Question également, faut-il se poser la question de l'allongement des brevets? Je ne sais pas si c'est possible, mais bon, voilà. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Merci beaucoup. Et Madame Rémy. Merci Madame la Présidente. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites, effectivement. Je ne reviendrai pas sur le contexte. Vous allez pouvoir passer directement la première diapositive, puisque la mutualisation des achats dans les hôpitaux, on vous l'a déjà dit. On arrive des fois à des situations de quasi-monopole. On a des vieilles molécules qui ont peu de fournisseurs, tout ça on vous l'a déjà dit, et des productions de matières premières délocalisées qui n'aident pas effectivement à gérer les pénuries. Alors pour être plus concret, dans nos PUI, en fait on l'a déjà dit aussi, énormément de ruptures. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait les causes sont hétérogènes et la criticité également, puisque les ruptures peuvent toucher des médicaments d'urgence, comme la métalyse, qui permet de faire la thrombolyse en cas d'infarctus du myocarde. Donc clairement, ça pose un vrai souci dans les véhicules SMUR, par exemple. Et on a aussi des molécules avec un impact thérapeutique majeur. J'ai cité par exemple le Nulogix, qui est utilisé dans la prévention du rejet de greffe. Donc là, on ne peut plus instaurer de nouveaux patients et c'est très compliqué déjà d'avoir les traitements pour les patients déjà en cours. On n'a pas du tout parlé aussi d'une autre façon de gérer les ruptures, qui est le contingentement par les industriels. Et ce contingentement, il n'est pas simple non plus. Alors c'est sûr qu'on préfère en avoir un peu que pas du tout, sauf qu'on arrive à des situations compliquées où on est obligé de choisir finalement et de prioriser pour quel patient on va utiliser. Et ça, c'est très compliqué pour les médecins, pour nous aussi, avec des patients qui sont souvent quand même en panique. Et j'ai cité quand même l'exemple, on en parle beaucoup moins, mais de la lévofloxacine, qui peut vraiment être inquiétante pour les infections ostéo-articulaires, puisqu'elle a une bonne pénétration osseuse, et finalement on n'a pas tellement d'autres alternatives, et en plus ce sont des traitements longs, de 4 à 6 semaines. Donc quand on a un patient qui arrive avec ça et qu'on ne peut rien switcher, c'est compliqué. Et puis on a aussi des médicaments vraiment, qu'on peut dire de base, qui sont par exemple les dosettes de chlorure de sodium. Ça paraît très bête, et ça en plus, le laboratoire est en France. Donc quand on dit que peut-être si on relocalise tout en France, on aura la solution, c'est pas sûr. Et je voulais aussi insister sur un risque iatrogénique qui est important dans les services de soins, parce qu'à force de changer, de trouver des solutions, on change les dosages, on change des fois les molécules, et avec ces dosages, quand on a des molécules un peu complexes, on peut arriver à des erreurs d'administration et des erreurs de prescription. Et là, ça demande vraiment beaucoup de vigilance de la part de tous les soignants, et ça, on en parle, je trouve, pas assez. Et puis évidemment des médecins qui ne sont pas très contents, puisqu'ils ont élaboré des protocoles thérapeutiques validés dans les établissements et ils ne peuvent pas les appliquer. Bon, sur les dispositifs médicaux, ça a déjà été dit aussi, mais là c'est vrai que c'est très complexe. Et nous,
de la même façon, on a un équivalent temps plein de pharmaciens pour gérer les ruptures, parce qu'en fait, on a les médicaments et les dispositifs médicaux. Et là, c'est plus complexe parce que, vous le savez bien, il y a un côté opérateur dépendant qui fait que une pince de bloc ne va pas pouvoir être changée aussi facilement qu'un médicament pour un autre. Que passer. Alors, du coup, on l'a déjà dit beaucoup aussi, on a vraiment un problème de visibilité sur les causes et surtout sur la durée des ruptures. Et ça, c'est un vrai souci parce qu'on ne peut rien anticiper. En fait, c'est quand on voit qu'on n'a pas la commande, qu'on se dit, bon, il y a un problème, on n'est jamais prévenu, alors que les industriels le savent. Il faut attendre de les appeler, d'arriver à les joindre pour finalement avoir l'information. Et chaque pharmacien dans chaque pays fait la même chose. Donc là, c'est vrai qu'on a un souci. Souvent, on nous répond délai indéterminé. Ça a déjà été dit aussi, mais c'est un vrai souci parce que du coup, on ne sait pas quoi répondre aux médecins et aux patients qui viennent en rétrocession, puisque des fois, ça touche aussi les produits de rétrocession. Le manque de transparence, on l'a déjà dit, ça c'est vraiment crucial. Et puis aussi, j'ajouterais le manque de réactivité, ça a été dit aussi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une fois que les stocks sont reconstitués, on ne comprend pas pourquoi ça n'arrive pas plus vite jusqu'aux utilisateurs. Il y a eu des réunions rupture avec la NSM où les laboratoires nous disaient oui, c'est bon, il n'y a plus de problème d'amoxicilline, sauf que nous, on en a toujours. Et donc, on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas être plus réactif une fois que les stocks sont reconstitués. Bon, la NSM, on l'a dit tout à l'heure, elle fait une liste des ruptures, mais elle n'est pas exhaustive, donc ça nous pose quand même souci. C'est très chronophage pour les pharmaciens, ça je vous l'ai dit aussi. Et puis, on n'a pas quand même évoqué dans les hôpitaux, en tout cas c'est très net, quand on se dépanne, souvent il y a un surcoût qui est assez monumental pour certaines molécules. C'est-à-dire que comme tout le monde cherche une solution, le laboratoire qui va pouvoir dépanner fait monter les prix, ce qui est logique. Et on se retrouve avec des surcoûts quand même importants. Alors dans les marchés publics hospitaliers, théoriquement, le fournisseur qui est titulaire du marché doit payer la différence. Mais en fait, là, on n'a que des courriers qui nous disent qu'avec les problèmes de Covid, de surcoût, des transports, etc., on ne peut pas leur réclamer la différence. Donc du coup, le surcoût reste à la charge des établissements qui, je vous le rappelle, sont pour beaucoup pas en grande santé financière. Et puis, on est aussi sollicité pas mal par la ville, parce que finalement, tout le monde est en rupture. Des fois, l'hôpital est en rupture un petit peu après la ville, pas toujours, mais ça peut arriver. Et on a des patients qui nous appellent parce qu'ils ont fait 5, 6, 7 officines et qu'ils n'ont pas trouvé. Et ce n'est pas encadré du tout, et on ne sait pas si on peut faire des rétrocessions. Puis de toute façon, on n'a pas non plus tellement de stock. Voilà. Donc, quelles améliorations? Donc, on l'a déjà dit aussi, hein. Une meilleure transparence, hein, je crois que c'est le mot-clé. Une meilleure réactivité de la chaîne logistique, je vous l'ai dit. Et puis, on n'a pas parlé non plus, pendant la crise Covid, il y a eu des stocks État qui ont été faits. Très bien, sauf que on a eu, à un moment où on avait besoin de curares, il n'y avait plus de curares parce que l'État avait réquisitionné les stocks des laboratoires, mais l'État ne les avait pas renvoyés non plus, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à un moment vraiment critique où il n'y avait plus rien dans nos hôpitaux, où les réanimateurs étaient c'était vraiment compliqué. Et il y avait du stock État, mais qui n'est pas arrivé jusqu'à nous. Et le pire, c'est que quand le Covid a été terminé, on nous a envoyé tout le stock État et on a tout périmé. Donc là aussi, manque de réactivité. La liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, on en a déjà parlé, c'est important. Par contre, il faut qu'elle soit exhaustive et régulièrement mise à jour, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et puis, on l'a dit aussi, on aimerait bien qu'il y ait des propositions validées par les sociétés savantes sur les switches, les antibiotiques, mais pas que, puisque tout le monde recherche la solution. Ce serait quand même bien qu'on puisse avoir une information descendante, validée, où on arrête de se poser tous la même question, chacun dans ses hôpitaux. Et donc, je ne crois pas trop à la fin de la rupture maintenant. Donc, j'ai envie de dire, on pourrait essayer d'améliorer, mais déjà à court terme. Alors, c'est vrai qu'il y a le DP rupture. À l'hôpital, ce n'est pas encore très, très implanté. Il faudrait vraiment, quelle que soit la base de données, mais qu'elle soit centralisée, ça on l'a déjà dit, avec des laboratoires, des industriels qui jouent le jeu. Parce que juste pour un exemple, là, il y a ma PUI Lab, qui est une petite start-up, qui a fait un logiciel Hospistock pour essayer de trouver. Il y a 1000 PUI qui sont connectés et seulement 11 laboratoires. Ça montre qu'on est loin de l'envie d'avoir une transparence. Et puis sur le moyen long terme, on l'a déjà dit aussi, mais vraiment développer le bon usage des produits de santé. Je le remets là, on a quand même en France une consommation multipliée par 2 par rapport aux autres pays européens d'Amox et de 3
de paracétamol, x3, ce qui est quand même pas normal. Donc on a vraiment besoin de travailler là-dessus aussi. On a quand même une mode française de surconsommation. Hein. On a un symptôme, on veut un médicament. Je crois que c'est particulièrement vrai en France. Et surtout, moi, j'aimerais alerter, mais ça a déjà été évoqué, sur l'observance, mais aussi sur l'automédication. C'est-à-dire que quand on fait des sensibilisations de iatrogénie auprès des patients, beaucoup nous disent moi, je garde les boîtes précieusement, comme ça, comme de toute façon, je n'arrive plus à trouver de rendez-vous chez le médecin, j'ai ce qu'il faut dans le placard, si j'ai les mêmes symptômes, je reprends. Donc ça, avec en plus des gens qui, des fois, écourtent le traitement pour se dire comme ça, je m'en garde un peu pour la prochaine fois. Enfin, il y a un vrai souci là-dessus et je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie campagne de communication. Et puis, on l'a aussi dit, mais évitons les prescriptions inutiles. La stratégie nationale 2022-2025 sur la lutte contre les antibiorésistances nous dit qu'il y a 50% des antibiothérapies qui sont inutiles ou inappropriées. Ça pose quand même question. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces propos liminaires déjà très conséquents et très complets. Je donne immédiatement la parole à notre rapporteur, Laurence Cohen. Oui, merci. Désolée pour ma voix, j'ai une laryngite. Elle est un peu meilleure qu'hier, mais pas terrible non plus. Ça y est, j'en ai pris. Oui, on m'en a prescrit. Vous avez déjà répondu à beaucoup de questions qu'on pouvait se poser. J'aimerais quelques précisions néanmoins. Docteur Élise Rémy, vous avez parlé du contingentement par les industriels qui compliquent les choses. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de précision sur ce que vous vouliez dire ? Oui, alors en fait, c'est-à-dire que les laboratoires ne nous envoient pas la commande dans son entier. C'est-à-dire que, par exemple, on a commandé 400 flacons, ils vont nous livrer que 30% de la commande en nous disant « vous avez le droit à tant de boîtes par mois ». Donc une fois qu'on a fait la commande, on peut recommander derrière tout le reste du mois, on ne nous enverra rien du tout. Et ça, c'est un vrai souci parce que, comme je vous disais, on a un petit stock et on se retrouve à faire des choix, à prioriser avec les médecins en disant à qui on va le donner, celui-là. Donc on se dit l'amoxicilline, on va le garder pour les femmes enceintes qui ont un problème de streptocoque. Et du coup, quand on a une endocardite à côté avec des quantités vraiment importantes de tous les jours, il faut choisir. Et ça, c'est insupportable de devoir prioriser et se le garder pour les bons patients. Et en plus, on va switcher par un autre antibiotique qui a un spectre des fois plus large et on sait qu'on va amener des résistances bactériennes derrière. Et c'est vraiment un problème très global. Et donc le contingentement, c'est pas qu'on n'a rien, mais on a 30 à 40% de notre consommation normale, par exemple. Oui, merci donc pour ces éléments. Après, une autre question, c'est finalement, vous avez parlé d'un certain nombre de la clause de sauvegarde, plusieurs d'entre vous en disant que ça pouvait poser problème. Est-ce que vous pouvez aussi expliciter, c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaitez en réalité, qu'elle ne soit plus appliquée, qu'elle soit moins appliquée, pas tous les médicaments, etc. Donc, donner un certain nombre de précisions. Deuxième élément, dans quelle mesure l'existence de shortliners ne respectant pas l'ensemble des obligations qui pèsent donc sur les acteurs de la répartition vous paraît favoriser l'apparition de phénomènes de rupture? C'est compliqué hein, avec la laryngite. C'est ma deuxième question. Pour les pharmacies, pour vous, alors c'est docteur Meunier et docteur Rémy, donc vous êtes au niveau des établissements. J'aimerais savoir si vous avez, il y a un certain nombre d'établissements qui sont des établissements de la PHP, j'imagine, ou pas? Oui. Donc j'aimerais, non mais j'y vais crescendo. Et donc j'aimerais savoir au niveau de la GEPS, comment est-ce que ça fonctionne, parce que la GEPS a des capacités de fournir un certain nombre de médicaments. Elle a été très sollicitée au moment des pénuries. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en donnant plus de moyens financiers humains,
lui permettre de ne pas seulement tourner au moment des pénuries, mais de manière plus pérenne et à un plus haut niveau. Et voilà, les autres questions, pour ma part, vous les avez abordées. Peut-être si des éléments pour vous, messieurs, c'est sur le dispositif d'épée rupture. Vous en avez donc tous parlé en disant que c'était un bon dispositif, mais qu'il n'était pas suffisamment élargi. Donc peut-être que quelles propositions vous feriez pour qu'effectivement, finalement, tous les acteurs de la chaîne concernés puissent utiliser ce dispositif. Est-ce que c'est possible en fait dans l'état actuel ou est-ce qu'il y a une non-volonté de ne pas l'utiliser? Merci. Bon. Vous voulez que je complète par les questions maintenant? Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Non, donc on va faire un premier round de réponse aux questions de la rapporteure. Allez-y, monsieur, on va faire dans ce sens-là. On va essayer de mettre un peu d'ordre parce qu'on est perdu un peu dans le... Peut-être changer. Je vais prendre deux réponses, une sur la clause de sauvegarde et une proposition sur le dépôt rupture. Sur la clause de sauvegarde, elle est absolument pertinente pour répondre aux problématiques prix-volume. C'est-à-dire qu'en fait, dans les négociations avec le Comité économique des produits de santé, et ça évidemment, ça a tout son sens dans les produits de l'innovation, les laboratoires négocient un prix qui est assez élevé en contrepartie d'un volume qui est négocié, donc d'un nombre de consommations qui est négocié avec le Comité économique des produits de santé. S'il dépasse le volume, et il est évident qu'il y a une pertinence à ce que le prix soit diminué par la clause de sauvegarde. En revanche, ce dispositif ne s'applique pas du tout, enfin, n'est pas cohérent avec la politique des médicaments génériques. Parce que là, en l'occurrence, on met des produits qui sont des prix qui sont très bas, et l'idée, c'est de demander aux laboratoires d'en distribuer le plus possible pour faire des économies à l'assurance maladie. Et donc leur infliger une clause de sauvegarde alors que l'objectif est justement de développer les volumes n'est pas pertinent. Donc pour nous, le dispositif devrait exclure les médicaments génériques de ce fait. Voilà, donc ça c'est pour la clause de sauvegarde par rapport au DP en tant qu'utilisateur, puisque la présidente de l'ordre va, en tant que promoteur du DP, va expliquer ce qui peut être fait demain, mais en tant qu'utilisateur, nous, notre souhait est que l'information sur le produit soit au niveau de l'informatique officinale regroupée en un seul lieu. Donc en fait, nous avons deux systèmes d'interrogation qui nous remontent des informations. Un qui est géré par nos grossistes répartiteurs avec un système qui s'appelle PharmaML et qu'on utilise au quotidien. Et un autre de remontée d'informations grâce au DP rupture. Donc c'est un peu complexe peut-être ou un peu technique, mais notre demande, c'est d'avoir regroupé en un seul lieu les informations qui sont remontées par ces deux canaux d'information. Comme ça nous permettrait de savoir le statut du produit, la complexité qu'il y a à s'en procurer et comment s'en procurer et de façon simple où s'en procurer. Donc ça, c'est un travail que j'appelle de mes voeux de synchronisation entre le dispositif des grossistes répartiteurs et celui qui a été mis en place par notre ordre. Si vous le voulez bien, Madame la rapporteure, je peux compléter sur le DP rupture ou pas? Vous me dites. Donc en effet, alors quelques mots peut-être de le DP rupture. Donc le DP rupture, c'est un outil qui permet aux dispensateurs, qu'ils soient à l'officine ou à l'hôpital, de déclarer les ruptures. En fait, au sens propre de la définition de la rupture, c'est-à-dire quand on a commandé un produit et qu'on ne l'a pas reçu dans les 72 heures. Donc ça, c'est la définition de la rupture au sens du Code de la santé publique. Pour les officines, c'est automatique. C'est-à-dire que l'officine n'a rien à faire. C'est intégré au logiciel de commande. C'est-à-dire que il y a pas, c'est intégré, voilà, donc c'est automatique. Pour les PUI, c'est un peu différent. Ça passe par
une interface web. Donc c'est plus compliqué, mais voilà, l'outil existe. Aujourd'hui, il y a 93% des officines qui sont connectées, donc autant dire la quasi-totalité, et 100% le seront après le déploiement de la première vague du Ségur numérique. Vous connaissez ce plan numérique qui a donné les moyens en effet aux éditeurs de logiciels de faire des développements. Donc le DP Rupture sera bientôt intégré dans 100% des officines, mais aujourd'hui, comme je le disais, 93%. Côté industriel, on a 85 laboratoires qui sont abonnés au DP Rupture. Donc là, c'est une démarche volontaire de la part de l'industriel de s'abonner. Alors, vous allez me dire, c'est que 85, mais en même temps, ça couvre quand même 84% des médicaments dispensés en officine. Donc c'est déjà une bonne proportion des médicaments dispensés. Et on a également 10 grossistes répartiteurs qui sont aussi abonnés, donc ce qui représente 98% du marché. Donc globalement, l'outil DP Rupture est on va dire largement déployé auprès des acteurs de la chaîne. Il reste évidemment à atteindre le 100% pour tous les maillons pour que le système soit complètement exhaustif. L'intérêt, c'est que évidemment c'est fourni par l'ordre, donc il n'y a pas de sujet, j'allais dire, de mauvaise utilisation des données. Nous, à l'ordre, on est particulièrement attentifs à ça, sur des acteurs qui peuvent justement utiliser des données de ces flux de médicaments, par les industriels notamment, puisque c'est des données qui valent très cher pour les industriels. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me permets de m'inscrire un petit peu en faux avec les 2 commentaires qui ont pu être faits sur l'utilisation des données de la sérialisation pour la gestion des stocks. Nous sommes farouchement opposés à cette solution. Pour nous, le dispositif sérialisation, il est là pour lutter contre les faux médicaments. C'est une directive, un règlement qui a été mis en place pour lutter contre la falsification et qui permet en effet d'avoir une idée des stocks au début, ce qui est mis sur le marché au début et ce qui est dispensé. Mais l'utilisation de cette base de données pour d'autres fins serait pour nous très très dangereuse en termes d'utilisation des données justement et de vente de ces données aux acteurs. Si vous me permettez, je pourrais répondre aussi sur les shortliners tant que j'ai le micro. Donc très rapidement, donc en fait les shortliners sont des grossistes répartiteurs qui apparaissent sur le marché, qui ont effectivement une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Et de fait, quand ils demandent une ouverture d'un établissement, ils bénéficient du coup d'1 an de stock de toute la gamme fournie par les industriels. C'est une obligation. Mais comme il n'y a pas d'historique, en effet, ils ont un stock complet sans s'adapter effectivement à leur clientèle. Le problème, c'est qu'ils disparaissent assez rapidement. Donc une fois qu'ils ont bénéficié de cette année d'approvisionnement, s'ils n'arrivent pas à pénétrer le marché, bien ils ferment et ils réouvrent le lendemain sur un autre site. Et par ailleurs, ils n'ont pas d'obligation de service, ils ne remplissent pas leur obligation de service public comme le font les grossistes répartiteurs. Du coup, ça monopolise quand même beaucoup la NSM pour contrôler ces établissements. Voilà. Alors de là à dire que contribuent aux pénuries. Ils ont aussi une politique d'export qui est clairement affichée. Donc, voilà, je vous laisse tirer les conclusions sur les conséquences que ça pourrait avoir sur les pénuries. Si, je peux. Monsieur Variot et puis Monsieur Meunier. Donc, je voudrais revenir sur plusieurs points. Le premier point, c'est sur le contingentement, puisque vous nous avez posé la question. Effectivement, on a aussi un contingentement dans les officines lié à un contingentement des industriels vers les grossistes répartiteurs. Parce que les industriels craignant qu'il y ait des exportations parallèles ne livrent pas la totalité
du médicament, et donc nous n'avons pas la possibilité de l'avoir. Alors oui, le médicament existe, parce que quand on appelle le laboratoire, il me dit oui, oui, j'en ai, votre grossiste a été livré hier, mais je ne peux pas, moi, l'avoir dans mon officine. Donc il faut qu'on se bagarre entre les deux pour, au final, pouvoir le réceptionner et pouvoir le dispenser aux patients. Et ce contingentement, si vous voulez, quand il n'y a pas de rupture, n'a pas lieu d'être. Par contre, il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'exportation. Et pour répondre à votre question sur les shortliners, ce sont, à mon avis, eux qui sont les plus importants fournisseurs d'exportation parallèle. Bien plus que les grossistes, puisqu'il y a une certaine devoir de nous dispenser les médicaments à nous. Et puis, concernant le DP, rupture, si je pouvais juste faire un petit souhait, c'est qu'aujourd'hui, quand je commande 100 boîtes d'un médicament, si pendant 3 jours je n'en reçois 0, une rupture va être envoyée. Mais si au bout de 2 jours ou 3 jours, je reçois une boîte, la rupture est levée. Et j'ai peut-être besoin d'avoir une information qui soit juste entre 1 et 0, c'est presque pareil. Mais j'ai besoin d'avoir une information un petit peu plus précise. Docteur Meunier. Sur la partie, sur la question concernant la GEPS, oui, ça existait avant, on va dire. Et ça revient un peu les propos que j'ai tenus tout à l'heure sur faut-il un établissement pharmaceutique national. Voilà, c'est-à-dire que la GEPS, si mes informations sont bonnes, j'espère ne pas me tromper, mais je ne crois pas me tromper, a plutôt fonctionné en effet en période de crise et en travaillant avec des sous-traitants et en n'étant pas réellement un producteur, si je peux parler comme ça. Voilà. Donc en effet, est-ce qu'il faut revenir à ce qui existait il y a quelques années, en effet un établissement pharmaceutique type pharmacie centrale des hôpitaux pour les plus anciens. Voilà. Oui, c'est une question, en fait, ça fait partie des propositions qui étaient sous-tendues dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Oui, juste pour commenter sur la GEPS, c'est clair qu'il y a eu une fermeture de la GEPS, il faut être clair. Ils n'ont pas aujourd'hui la capacité de produire. D'ailleurs, ils ont très peu d'équipements en pratique. Hein. Donc c'est totalement impossible aujourd'hui de leur demander de produire quoi que ce soit. Ils ont des équipements qui sont complètement obsolètes. Pour revenir au shortliner, je pense que effectivement le problème de l'exportation peut être une cause de pénurie. Le problème, c'est qu'on n'a pas de chiffres précis de savoir exactement quels sont les montants qui sont exportés, etc. Un des problèmes qui se pose, c'est qu'on a demandé 2 mois de stock aux industriels, mais en fait, ces stocks peuvent être utilisés par les shortliners pour les exporter. Donc c'est un truc sans fin, c'est complètement incohérent. Donc je pense qu'on ne peut pas demander aux industriels d'avoir des stocks de 2 mois si en même temps on n'empêche pas les exportations parallèles de ces produits-là. Même en dehors des crises, hein, tout simplement, pour maintenir le stock de départ. Sur la clause de sauvegarde, je voudrais quand même revenir là-dessus parce que au départ, la clause de sauvegarde était prévue pour les nouveaux produits sur lesquels on avait effectivement établi un prix et en fonction le prix était lié à un volume. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette clause n'est plus du tout utilisée de la même façon. On le fait de façon globale, ce n'est pas par produit. Donc on dit s'il y a une croissance du marché en France, on applique cette clause de sauvegarde pour tous les laboratoires en fonction de leur chiffre d'affaires. C'est aberrant. Revenons à l'idée d'origine qui n'était pas idiote, hein, de dire sur les produits nouveaux, on a des clauses qui sont liées au volume, bon bah très bien. Mais l'appliquer du coup à tous les produits, c'est absurde, puisqu'il y a des produits qui sont peut-être en croissance au niveau des génériques par exemple, ou des produits anciens, mais ça ne justifie pas la clause de sauvegarde. Vous voyez ? Donc je pense qu'il faut revenir à l'origine. Très bien. Est-ce que les collègues veulent poser des questions complémentaires ? Alors moi, je vais quand même poser 2 questions en complément. Dans tous les sujets qui ont été évoqués, très nombreux, parce que vous avez fait quand même des interventions très complètes, la question du déconditionnement et des stocks dans les armoires. Voilà, parce qu'il y a des stocks dans les armoires des patients. Et d'ailleurs, on a évoqué la question de l'automédication, mais le problème, c'est quand même ces fameux stocks, cette question du déconditionnement. Et donc, personne n'a évoqué cette proposition.
J'ai quelques exemples très précis quand même. Quand il n'y a plus que deux comprimés à prendre sur une boîte de vin, il reste les 18 dans l'armoire du patient. Donc c'est quand même un sujet. Voilà. La question de la prolongation de la date de péremption qui a été évoquée à deux reprises, qui est un sujet qui a été pris en main vigoureusement par la FDA, effectivement. Certes, on sait bien que les dates de péremption sont liées à la fois à un impératif sanitaire ou de qualité du médicament, mais aussi peut obéir à des questions de gestion de marché. En tout cas, la FDA a pu prolonger un certain nombre de dates de péremption, et pour autant, il n'y a pas eu de drame absolu avec cette prolongation. Donc, il y a des questions qui peuvent... Je finis mes questions et je vous laisserai... répondre très largement. Donc voilà, cette question-là, me semble-t-il, est importante. Et puis revenir sur les TROD, et en fait toutes ces questions des tests, des tests qui permettent de mieux prescrire, en tout cas de prescrire moins à l'aveugle quelque part. On est quand même sur un faisceau de symptômes, donc on n'est pas non plus complètement à l'aveugle quand on prescrit le traitement. Est-ce que vous avez vu une augmentation de l'usage de ces TROD, parce que je sais qu'ils sont arrivés un peu plus sur le terrain, et donc quel point de vue vous portez là-dessus? Est-ce qu'il y a une amélioration finalement de la qualité de prescription sur cette question? Et puis alors, vous avez évoqué la question du chlorure de sodium. Donc pour le coup, il est fabriqué en France, et donc pourquoi il y a une pénurie, de votre point de vue à vous, sur le chlorure de sodium? Je pense que c'est les monodoses, hein, c'est ça? Voilà. Et puis la dernière question, c'est celle de la gestion budgétaire de tout ça. Quel regard vous portez sur la ligne médicaments du PLFSS et sur les arbitrages qui sont faits? Parce que finalement, c'est un peu cette ligne-là qui génère beaucoup aussi de conséquences derrière, des positives et puis d'autres négatives, puisqu'on sait que ça conditionne le prix du médicament et le remboursement du médicament. Et est-ce que vous verriez des évolutions possibles en matière de gestion financière du médicament, puisqu'on sait qu'il y a la ligne médicament, mais pour l'hôpital, c'est pas dedans, et que donc du coup, on n'a pas de visibilité complète, globale du coût du médicament en France. Je vous remercie. Si vous me permettez, je vais prendre en premier, puis mes collègues compléteront sur le déconditionnement. Votre première question, je suppose que vous pensez à la dispensation à l'unité. C'est bien ce que vous entendez derrière déconditionnement, d'accord. Alors, oui, en effet, ça peut être une option. D'ailleurs, les pharmaciens le font déjà, par exemple, pour des classes thérapeutiques comme les stupéfiants. Ils ont la possibilité de le faire maintenant pour certaines classes d'antibiotiques. Donc, c'est une option qui existe, mais qui est en effet peu mis en œuvre par les pharmaciens, parce qu'ils n'ont pas encore les outils pour pouvoir le faire, j'allais dire, dans des conditions sereines et satisfaisantes de sécurité aussi. C'est vrai que, j'allais dire, on dit toujours le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas ou qu'on ne consomme pas. Donc en effet, d'avoir dans les armoires à pharmacie des médicaments qui ne sont pas consommés, c'est un risque pour tout le monde, mais en premier pour le patient, de mésusage derrière et de réutilisation du traitement. Comment ? Et en matière de paracétamol, il y a des trésors à récupérer. Hein. Oui, absolument. Ouais. On constate nous-mêmes, en effet, quand on récupère chez des personnes des traitements, les consommations sont... Donc là, il y a un aspect économique, je laisserai mes confrères dire ce qui pourrait être envisagé. Il y a déjà des mesures qui sont mises en place, qui permettent aux pharmaciens de ne pas dispenser quand on interroge la personne, savoir si elle en a à la maison, etc. Mais là, on se heurte à un refus souvent du patient. Mais bon, ça c'est la première chose, c'est déjà faire en sorte de dispenser que le strict minimum et ce dont le patient a vraiment besoin.
Il y a quelques pistes au-delà du déconditionnement, c'est d'adapter les conditionnements préparés par les industriels aux prescriptions. En fait, les laboratoires ont une AMM, une autorisation de mise sur le marché, pour un certain traitement avec une certaine posologie, prescription, durée de traitement, et ils adaptent leur boîte à ça. Sauf que, au cours du temps, la HAS, par exemple, émet des recommandations qui font évoluer ces durées de traitement et ces posologies. Du coup, le boitage ne se trouve plus en adéquation avec l'autorisation de mise sur le marché. Donc en fait, il faudrait déjà, à mon sens, être plus souple sur les boitages et les mises à disposition par les industriels, parce que très honnêtement, il n'y a rien de plus sûr en termes de sécurité que les boitages fournis par les industriels. Ils comportent les notices, toutes les alertes sur la vigilance, sur la conduite, la toxicité. Enfin, je veux dire, c'est une information qui est complète, vérifiée, certifiée, etc. Si le pharmacien déconditionne, en fait, il faut que sur les petits comprimés qui ne vont plus être dans la boîte qu'il a donnée au premier patient, il faut qu'il rajoute toutes ces informations. Et c'est pas très simple. Non, très honnêtement, c'est pas très simple pour garantir là aussi la sécurité pour le patient qui va se retrouver chez lui avec 3-4 comprimés qui seront sortis d'une boîte pour lesquels il n'aura plus toujours l'information. Donc si on choisit cette voie-là, il faut donner les moyens aux officinaux de fournir l'information qui va avec les 3-4 comprimés qu'il aura sortis d'une boîte. Il y a une autre piste aussi, c'est encore une fois, je reviens sur cette solution qui est d'ajuster les prescriptions. Parce que, bon, je pense que mes confrères me confirmeront, mais le nombre de fois où on voit des prescriptions qui ne sont pas conformes en fait, ni à la même, ni aux recommandations HAS, et qui nous obligent du coup à donner la boîte supplémentaire dans laquelle on va prendre que 2 comprimés, il faudrait que nous, on puisse ramener la prescription à la juste. Et quand on appelle souvent le médecin, on nous dit non, moi je veux 7 jours et pas 6, alors que l'AMM et la HAS c'est 10 et 6 jours. Mais le fait de rajouter un 7e jour, eh bien ça nous oblige à donner une boîte de plus. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas là aussi conditionner le 7e jour vraiment à l'état du patient dans 6 jours, de dire revenez nous voir dans 6 jours. Si vraiment il vous faut un 7e jour, on verra ce qu'on fait. Mais d'emblée donner une boîte supplémentaire parce que le prescripteur choisit cette option-là, c'est pas voilà. Donc en résumé, déconditionnement, oui, pourquoi pas, mais donner vraiment les outils aux pharmaciens pour sécuriser toute la dispensation. Encourager le pharmacien à limiter la dispensation aux stricts besoins du patient, pouvoir ajuster les prescriptions et puis travailler avec les industriels pour avoir des conditionnements qui soient plus adaptés en effet à des prescriptions différentes. Oui, je voulais intervenir sur les péremptions parce que je pense que c'est effectivement un sujet important. D'abord, il faut savoir que c'est un sujet réglementaire. On ne peut pas aller au-delà de 3 ans, c'est la règle européenne. Donc les industriels appliquent cette règle. Le problème, c'est que évidemment, beaucoup de produits pourraient avoir une péremption bien plus longue. Évidemment. Et c'est pour ça que la démarche de la FDA a été de dire votre péremption, elle est de 3 ans, mais on sait qu'il y a un certain nombre de produits qui sont parfaitement stables. Ils ont fait cette liste qui est publiée sur le site de la FDA et qui permet aux professionnels de santé d'aller au-delà quand c'est nécessaire, en particulier en cas de rupture. Donc voilà la démarche. Maintenant, si on demandait aux industriels leur avis, bien sûr, ils pourraient augmenter la péremption. Le problème, c'est que derrière, ça demande une usine à gaz, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour garder les produits en stock pendant, admettons, 5 ans. Je vous garantis que c'est un volume considérable. Donc ça pose un problème aussi pratique pour les industriels d'aller au-delà des 3 ans de façon en routine, disons. Mais de façon exceptionnelle, bien sûr, on pourrait. Et c'est l'intérêt de cette liste de la FDA. Concernant l'aspect économique, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a juste dans les diapositives qu'on vous laissera en backup, vous verrez par exemple qu'en 2010, la part des médicaments dans l'ONDAM était de 14%, et actuellement il est de 11%, malgré l'augmentation des besoins, puisqu'il y a eu vieillissement de la population, et je parle là hors Covid, vieillissement de la population, les innovations importantes et chères
en général. Donc il y a vraiment un problème. On ne peut pas baisser la part des médicaments dans l'ONDAM alors qu'on augmente les besoins. Ce n'est pas possible. Il y a un vrai sujet là. Oui, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur trois points. Donc, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Karine sur la dispensation à l'unité. Il faut savoir que s'il reste des médicaments chez les patients, c'est en grande majorité parce qu'ils ne vont pas au bout de leur traitement. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on a dispensé une boîte qui était plus importante. C'est parce qu'au bout de 4-5 jours, ils vont mieux et ils arrêtent. Donc, même si on avait fait une dispensation à l'unité, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et en tout état de cause, tout le reste, bon, Karine a dit, c'est parfaitement. On avait mis une disposition avec la CNAM qui était dans la dernière convention, qui était la dispensation adaptée, qui était la capacité que les pharmaciens avaient de dispenser pas forcément la totalité des traitements, dès lors qu'il y avait une posologie variable, 1 à 3 par jour de paracétamol. Et en discutant avec le patient, on avait cette possibilité. La CNAM l'a reconnu, l'a remis dans la nouvelle convention. Par contre, pour l'instant, de la part redéployée, c'est vraiment dommage parce que ça nous aurait sûrement permis d'amortir pas mal les ruptures de paracétamol. Concernant le chlorure de sodium, je pense que c'est ni l'eau ni le sel qui manquent en France, mais c'est plutôt les petites pipettes en plastique. Donc voilà, je pense que, enfin, en tout cas, c'est ce que nous remontent des laboratoires. Et par rapport aux TROD... Donc, qui ne sont pas fabriqués en France? Non. C'est ça. Voilà. Bah oui, c'est du monodose. Oui, tout à fait. D'accord. Concernant les TROD, nous demandons à pouvoir faire le maximum de TROD. Et vous avez introduit dans la PPL RIST la capacité qu'auront les pharmaciens de faire tous les TROD. Et je vous en remercie vraiment parce que c'est dans ce sens que l'on doit aller. Avant, quand nous voulions faire un TROD, c'était une bagarre de plusieurs années pour avoir le droit de faire un TROD. Alors, sauf le TROD Covid, où on a le droit de le faire très vite. Mais autrement, il a fallu grimper et pouvoir... Donc aujourd'hui, les TROD sont limités. Prenez par exemple un TROD qui est la glycémie capillaire. En dehors de la semaine du diabète, on ne peut pas faire. Donc, sauf à étendre la semaine du diabète à l'année du diabète et le renouveler tous les ans, ce serait bien qu'on ait le droit de faire certains TROD, enfin, de faire tous les TROD. Donc oui, on en a besoin, oui, on peut le faire. Et quand on explique aux Français le but du TROD, quand on a fait le TROD Covid, personne ne nous a dit est-ce que j'ai besoin d'un antibiotique. Ils savaient que c'était un virus, ils savaient que l'antibiotique serait inefficace. Il n'y a eu aucune discussion. Donc il faut pouvoir objectiver les choses. Quand on objective et qu'on explique, ils comprennent. Et quand ils comprennent, une fois de plus, eh bien, ils acceptent. Beaucoup mieux. Je vais peut-être me lancer dans la régulation du prix du médicament, puisque nous avez aussi questionné sur le budget médicament dans l'ONDAM. On est arrivé au bout d'un cycle, d'un système qui a commencé dans les années 2007 à peu près et qui a déjà duré quelques années de trop, et on en ressent les causes, les conséquences aujourd'hui sur la problématique des médicaments essentiels dans l'arsenal thérapeutique, mais qui sont des produits donc anciens avec perte de brevet. Le sujet est le suivant. L'État, la représentation nationale, ont voulu stabiliser le budget alloué aux médicaments en France depuis 2007 et a demandé aux industriels et aux régulateurs, le CEPS, de dire de toute façon vous avez un budget constant, quand vous avez des innovations qui rentrent, vous devez les payer en réalité par une diminution des produits qui sont sur le marché depuis longtemps, de telle manière à ce que les produits qui rentrent soient financés par la baisse de prix des produits anciens. On arrive à une situation où, pour citer les deux extrêmes, le médicament le moins cher de France, c'est le Levothyrox 25. C'est un médicament extrêmement important. Vous avez entendu parler du Levothyrox longtemps. Il y a eu il y a eu peut-être même une commission d'enquête sur le Levothyrox il y a quelques années. Le Levothyrox 25, il a un tarif de 38 centimes d'euros la boîte. 38 centimes pour fabriquer le médicament, le mettre dans le blister, le mettre dans le packaging, mettre la notice. Ça, c'est 38 centimes d'euros. Voilà. Le médicament le plus cher de France, c'est le Strinsiq. C'est un médicament qui traite une maladie osseuse rare pour 52 000 € la boîte. Ce sont des flacons. C'est un traitement aussi qui est nécessaire. Moi, à titre, là pour le coup, de pharmacien et de citoyen,
Je trouve étrange cet écart de prix entre 52 000 € et 38 centimes d'euros sur des traitements qui sont majeurs, les deux, qui traitent des pathologies majeures, les deux. Un ancien, un nouveau. Certes, il faut payer la recherche. Certes, il faut payer l'innovation. Mais en tout cas, il est maintenant impossible, et donc la représentation nationale, il y a des études, il y a un groupe d'experts qui est en train de plancher sur le sujet, mais on ne peut plus continuer une politique de financement de l'innovation par les baisses de prix des produits d'intérêt thérapeutique majeur anciens. Vous ne pouvez plus faire baisser le prix du lévothyrox de 38 centimes à 35 centimes. Et de toute façon, ça ne va rien financer du tout. On est arrivé au bout du système, et donc il va falloir avoir il va falloir réfléchir et innover pour pouvoir, dans notre pays, pouvoir accéder aux innovations, mais avec des tarifs peut-être plus raisonnables. Ça, je voulais le dire, mais mes confrères ont répondu sur la dispensation adaptée, sur les TROD. Peut-être un mot pour vous dire qu'il faut véritablement une politique de généralisation de ces TROD, parce que le bon usage passe par eux. La porte d'entrée, elle est médecin ou pharmacien, et les sujets passés au journal officiel il y a 3 jours, un protocole de délégation sur la cystite et sur l'angine avec l'utilisation de TROD en officine. Il faut aller un point plus loin dans le dispositif, parce que l'idée de le faire uniquement dans des lieux où il y a un exercice coordonné prive la moitié des Français de ce dispositif, alors qu'il serait beaucoup plus utile d'envisager de protocoliser, comme il est fait, comme la HAS l'a fait, pour ces 2 pathologies, pour l'ensemble des officines, de telle manière à ce qu'on sache, après protocole, si on délivre ou si on ne délivre pas, et où on envoie vers le médecin ou pas. On donne le médicament ou pas, en fonction de l'arbre décisionnel qui est très clair, qui a été fait par la Haute Autorité de Santé. Je voulais juste compléter sur le déconditionnement, pour vous dire qu'on a quand même des conditionnements différents déjà aujourd'hui entre la ville et l'hôpital. C'est-à-dire que quelquefois, j'ai le souvenir des EPO, mais il y en a sûrement plein d'autres, on a des boîtes unitaires, nous, à l'hôpital, quand la ville a des boîtes de 3 ou de 6, et que du coup, d'emblée, s'il n'y a pas besoin d'autant d'injections, c'est... Alors que le conditionnement, il existe. Et à l'hôpital, c'est vrai, quand on a des gros conditionnements, on fait du déconditionnement tout le temps, nous, puisque c'est des boîtes de sang, Doliprane, c'est par boîte de sang chez nous, donc... on en consomme beaucoup aussi. Et donc, voilà. Mais il y a quand même un vrai sujet là-dessus, puisque les industriels ont déjà des chaînes de fabrication différentes. Puisque pour eux, un conditionnement de plus, effectivement, c'est beaucoup d'investissement. Mais il y a quand même des choses qui existent déjà. En fait, il faut aussi distinguer peut-être dans le déconditionnement ce qui est du traitement chronique et du traitement aigu. Le traitement chronique des patients qui sont sous hypertension ou diabétiques, ça ne sert à rien de lui déconditionner sa boîte de 30 comprimés, puisque voilà, il en aura à vie. Donc voilà, donc traitement chronique, traitement aigu. Traitement aigu, donc en effet pour les antibiotiques. Je voudrais dire quand même aussi que dans toutes les situations de rupture qu'on a eues, récemment, le déconditionnement ne nous aurait pas aidé. Par exemple, l'amoxicilline pour les enfants, c'est difficile sur un sirop de faire du déconditionnement. Donc il y a plein de situations où le déconditionnement ne change pas la solution. La différence entre l'hôpital et la ville, c'est que l'hôpital, en effet, vous avez des structures qui vous permettent de reconditionner en sachet, unidose ou avec des machines qui permettent effectivement de reproduire un conditionnement externe sécurisé, ce qui n'est pas le cas dans nos 22 000 officines en France. On n'a pas de quoi reconditionner de façon en toute sécurité avec à nouveau soit des notices, soit des étiquetages, soit des conditionnements, ce que les PUI peuvent faire, mais à l'officine c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas pour les 22 000 officines. Je voudrais juste pardon.
clair, il faut que je fasse très court. Merci Madame la Présidente. En fait, il faut libérer la salle après. On va libérer. Non, alors, deux remarques. Voilà, deux remarques. La première, je ne suis pas sûr. Pardon, Présidente, j'ai oublié de vous rappeler, c'est pour ça que je ne vais pas être objectif. Je suis effectivement sénateur en CDD, mais pharmacien d'officine en milieu rural, dans un secteur à 20 habitants kilomètre carré, dont la moyenne des patients font 14 km aller-retour pour venir dans une officine. Donc la question du stock, elle est essentielle. Nous sommes en commission d'enquête pénurie de médicaments. Ce qu'on veut savoir, c'est comment on évite que ça se reproduise. Et je ne crois pas un instant au déconditionnement. Il faut qu'on arrête de croire que c'est la solution, l'alpha et l'oméga des stocks en pharmacie. D'abord parce que arrêtons de culpabiliser qui que ce soit. Et il faut quand même rappeler que la galénique a ses règles et que si on commence à déconditionner des formes orodispersibles ou je ne sais quoi d'autre, à un moment donné, on va avoir quelques soucis parce que aussi la sensibilité à la lumière, etc. etc. Donc s'il faut qu'on rappelle la galénique, on le fera avec grand plaisir. Commission d'enquête pénurie de médicaments, il faut qu'on apporte des solutions. On l'a vu sur un certain nombre de positions, plus de flaconnage parce que les verreries sont arrêtées. Il faut qu'on sacralise avec les industriels la production de flaconnage en période peut-être printanière pour qu'à l'automne, effectivement, on arrête de faire des verres pour les cantines, mais qu'on fasse des flacons pour recevoir les lécidines ou l'oxomémazine s'il faut. Donc je crois que c'est ça qu'il faut qu'on ait comme apport. En tout cas, il faut des stocks de sécurité. Qui les finance ? Comment on assure la pérennité? Moi, je rabâche ça à chaque réunion, parce que je suis très inquiet sur la répartition, parce qu'en milieu rural, la répartition, à un moment donné, va nous abandonner. Il faudra qu'on aille chercher nos caisses sur le bord de l'autoroute. Ça, c'est l'arrêté de cette année. Donc, c'est là où il faut, si on veut un accès à la santé pour tous de façon équitable dans ce pays, qu'il y ait des mesures prises dans ce sens-là. Merci, pardon d'avoir été long. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose au niveau des prix. On a parlé du problème de fixation des prix. Il faut revenir à l'historique. Historiquement, on fixait les prix en fonction du PRI. Et ça date des années 70. Et à un moment du prix de revient industriel. Et à un moment donné, on a décidé de le faire par le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu. Je pense que, à mon avis, il y a une commission qui travaille là-dessus, mais il me semble que ce serait logique de revenir pour les produits anciens à cette logique de PRI, donc de prix de revenu industriel en tenant compte des investissements, et que par contre pour les nouveaux produits, et les produits chers en particulier, qu'on regarde vraiment l'amélioration du service médical rendu. Mais je pense qu'avoir le même système pour les deux types de produits, c'est pas une bonne idée. Voilà ce que je pense. Je vous remercie beaucoup de tous ces échanges, y compris sur le déconditionnement. Voilà, comme quoi les avis sont variables d'un pays à l'autre et d'une profession à l'autre, et suivant qu'on porte un regard de régulation, de dispensation ou de prescription ou de fabrication. Donc il faudra évidemment tenir compte de toutes les propositions et les adapter à la réalité et donner leur juste place dans les propositions. Donc je vous remercie d'apporter des réponses écrites circonstanciées au questionnaire que nous allons vous adresser et puis de nous faire parvenir tout document que vous souhaitez utile ou nécessaire pour éclairer nos travaux. Et je vous remercie beaucoup de cet échange, de toutes vos propositions, de la justesse de bien de vos propos sur une question qui, encore une fois, n'est pas neuve, mais n'est pas traitée. Je vous remercie.